Bonjour à toutes et à tous. L'onglet Prompt dans Sirag, on a l'impression de bien le connaître. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment il fonctionne sous le capot? Aujourd'hui, on plonge directement dans le code pour voir ce qui s'y passe. Pas de blabla, pas de supposition, juste les faits. On va décortiquer ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, et surtout comprendre la logique derrière sa conception. Alors la grande question, c'est à quoi sert vraiment cet onglet? C'est le cœur du sujet et on va y répondre étape par étape. Allez, pour commencer, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. On va s'attaquer à une idée reçue, une confusion assez fréquente sur ce que cet outil est censé faire. Voilà, la distinction la plus importante, elle est là, noir sur blanc. D'un côté, on a ce que c'est, un véritable espace de travail pour l'ingénierie de prompt. Pensez-y comme un atelier pour fabriquer, classer et réutiliser des modèles de prompt performants. Et de l'autre, ce que ça n'est absolument pas, une interface pour cliquer et publier directement sur les réseaux sociaux ou envoyer une newsletter. Ce sont deux mondes différents. Et attention, petit détail technique qui a toute son importance, ce n'est pas un gadget ou un module qu'on a rajouté à la fin. Non, c'est intégré nativement au cœur du tableau de bord. Ça nous dit quelque chose de crucial. Cet outil est considéré comme fondamental dans la manière de travailler avec Siratag. Bon, maintenant qu'on a clarifié sa fonction, on va soulever le capot et regarder la mécanique. C'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi on parle d'une bibliothèque de prompt et pas juste d'un simple champ de texte amélioré. Et là, on touche à un concept vraiment central. Les prompts ici ne sont pas des bouts de texte qu'on écrit et qu'on oublie. Pas du tout. Ils sont traités comme de véritables actifs, c'est-à-dire qu'ils sont sauvegardés, stockés dans une base de données locale. L'idée, c'est de pouvoir les gérer sur le long terme, les retrouver facilement et surtout les faire évoluer, les améliorer avec le temps. Pour que ce soit bien concret, regardons ce qui est sauvegardé pour chaque prompt. Ce n'est pas juste le texte brut, loin de là. Chaque modèle de prompt est accompagné d'une sorte de fiche d'identité, des métadonnées. On y trouve son nom bien sûr, mais aussi sa catégorie, le secteur d'activité auquel il se rapporte, des variables, des tags et même des compteurs d'utilisation ou des notes. Bref, tout ce qu'il faut pour une organisation super précise et un vrai suivi. Et cette logique, elle se retrouve directement dans l'interface. C'est simple, c'est divisé en deux. À gauche, c'est l'atelier. On crée, on peaufine, on classifie son prompt. Et à droite, c'est la bibliothèque. On cherche, on filtre, on retrouve ce dont on a besoin. C'est un flux de travail vraiment pensé pour ça, de la création à la maintenance. Il y a aussi une fonctionnalité super intelligente, la sensibilité au secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'outil est à l'écoute. Si on est en train de travailler sur, disons, le secteur financier, la bibliothèque de prompts va automatiquement se filtrer pour ne montrer que les modèles pertinents pour la finance. On passe au secteur de la santé, hop, la liste s'adapte. C'est un gain de temps et de concentration qui est juste énorme. Ok, parlons de l'IA maintenant, parce qu'évidemment, il y en a. Mais la philosophie ici est très claire, et c'est un point crucial. On parle d'assistance et non d'automatisation. Voyons un peu comment ça a été conçu pour que l'humain reste toujours aux commandes. Le workflow est en fait très simple et totalement transparent. On clique sur « Générer » ou « Optimiser ». Pendant que l'IA réfléchit en arrière-plan, ce qui est bien, ça ne bloque rien, on peut continuer à faire autre chose. Ensuite, sa suggestion apparaît dans l'éditeur. Et c'est là que vient l'étape la plus importante. C'est à l'opérateur humain de relire, de modifier si besoin et de décider de sauvegarder. C'est une action manuelle, consciente. Et c'est ça le point fondamental. L'IA, elle sert à quoi? À accélérer, à débloquer, à suggérer des améliorations. Mais la propriété du prompt, la décision finale, la validation, ça reste à 100% entre les mains de l'humain. Ce n'est pas un accident, c'est un choix de conception très fort. Bon, pour être sûr que tout soit bien clair, on va récapituler. Il est vraiment important de tracer une ligne nette pour définir ce que cet outil fait et ce qu'il ne fait pas. C'est la clé pour garder la maîtrise de tout le processus. Et un autre choix de conception qui peut paraître curieux au premier abord, il n'y a pas de bouton « Exécuter » direct. Non, le workflow standard, c'est de copier le prompt et de le coller manuellement dans l'onglet de recherche. Alors, est-ce que c'est un oubli? Pas du tout, c'est voulu. Ça force une dernière étape de relecture, une dernière validation juste avant de lancer la machine. C'est une sorte de garde-fou, une question de sécurité et de contrôle. Et pour éviter toute confusion, ce tableau met bien les choses au clair. Il faut faire la différence entre l'onglet Prompt Engineering et l'onglet Procédure. Le premier, on l'a vu, c'est notre bibliothèque de modèles réutilisables. Le second, c'est pour des prompts jetables, spécifiques à une tâche de génération de documents. Bref, deux outils pour deux usages complètement différents. Donc, si on devait résumer en quelques points clés, qu'est-ce qu'on retient? Primo, c'est un outil profondément intégré au cœur du système. Secondo, les prompts sont de vrais actifs stockés dans une base de données. Tertio, il est intelligent, il s'adapte au contexte. Quarto, il offre une assistance IA, mais toujours sous contrôle humain. Et le plus important, ce n'est pas un outil pour automatiser la publication de contenu. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule phrase, la définition officielle en quelque sorte, ce serait celle-là.
Cet onglet, ce n'est pas un auto-publisher, c'est une couche de conception et de gouvernance de prompt. Et dans cette phrase, tout y est. La persistance locale, l'organisation par secteur, l'assistance IA optionnelle et surtout le contrôle explicite de l'utilisateur avant toute exécution. C'est la description la plus juste car elle est tirée directement de la logique du code. Et finalement, tout ça, ça nous en dit long sur la philosophie générale de Siragm. L'idée, c'est de standardiser, oui, mais sans tomber dans la rigidité. C'est d'offrir une aide puissante, mais sans jamais prendre le contrôle à la place de l'humain. Ce qui nous amène à une question de fond, une question qui dépasse largement cet outil, surtout à notre époque. Avec toute cette assistance par l'IA, qu'est-ce que ça signifie au fond? De garder le contrôle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse.